Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie du top 42 de mes vilains Marvel favoris. Donc je suis toujours en vacances, donc toujours pas à mon endroit de tournage habituel, mais c'est pas grave, hein. On se fait un petit endroit bien coquet, puis bon. On va partir du principe que je suis un vilain en disgrâce qui prépare sa revanche sur le monde dans sa base secrète. Numéro 25. Madame Masque. Madame Masque, en français dans le texte s'il vous plaît, est le nom de vilaine de Giulietta Nefaria, qui a ensuite changé de nom pour s'appeler Whitney Frost, pour des raisons de commodité assez évidentes. Fille d'un autre vilain, le comte Nefaria, alias le maître des rêves, enfin bref, il a des alias comme ça, hein, bref. Comme le vilain voulait donner à sa fille une vie à peu près normale, il l'a laissé élever un homme d'affaires, Byron Frost. Et comme Giulietta c'est difficile à porter dans le monde des affaires, elle s'est fait appeler Whitney Frost. C'est de là que ça vient. Identité que la femme a préféré garder. C'est d'ailleurs comme ça qu'on la découvre, dans le numéro 98 de Tales of Suspense, magazine où sont publiées les aventures d'Iron Man. Le comte Nefaria alors se présente à sa fille, qui n'était pas du tout au courant, et son fiancé de l'époque, Roger Van, va la laisser tomber de peur que le fait d'être associé à la fille d'un super vilain, ça fasse un peu de mal à sa carrière politique. Dépitée, elle passe donc du côté du mal avec son père biologique, et se met à planifier plusieurs attaques, dont une sur les industries Stark. Forcément, ça tourne mal, et l'avion avec lequel elle s'est échappée s'écrase, laissant la femme défigurée. Elle est néanmoins sauvée par un autre vilain, Mordecai Midas, qui a forcément un petit truc avec l'or, et qui du coup, pour cacher son visage défiguré, lui donne un masque de couleur dorée. C'est ainsi que naît Madame Masque dans le numéro 17 d'Iron Man. Madame Masque, c'est d'abord pour moi une histoire d'amour avec Tony Stark, assez touchante et plutôt bien écrite. Les deux commencent à se fréquenter, découvrent avec le temps leurs identités secrètes respectives, et forcément leurs amours sont contrariés régulièrement. Un coup, Madame Masque doit sauver son père mourant et doit employer pour cela des moyens illégaux, forcément Iron Man s'y oppose, patapis, patapou, baston, le père meurt dans la bataille. C'est plutôt intense à vivre, hein. Touchée par le chagrin et la culpabilité, elle se crée des robots au nom de traîtres. Judas, ce genre de choses, Brutus aussi, qui l'isolent du coup un peu plus du monde. Et ses sentiments pour Tony Stark sont toujours présents, mais elle a peur de les laisser s'exprimer. Par contre, dès qu'il s'agit de venir lui foutre sur la gueule, elle répond présente, hein, elle est là. Seulement, forcément, son père va revenir à la vie, parce que logique sérielle, et forcément, il va vouloir détruire l'empire de sa fille. Parce que merde, les vilains ne sont guère prêteurs, et c'est là leur moindre défaut, et on part sur une tentative de rédemption pour le personnage. Tentative de rédemption qui ne durera pas, puisque Monsieur Brian Michael Bendis décide ensuite de faire de ce personnage si intéressant un simple sidekick un peu groupie d'un autre vilain, sur lequel l'auteur a forcé un peu comme un gros porc. Vous aurez compris, je suis pas vraiment fan de cette version. Mais sinon, Madame Masque est un excellent personnage. Tueuse accomplie, destin tragique, mais contrôlée par elle-même, et elle seule, et c'est important, Madame Masque vaut aisément votre curiosité, et notamment sur le run de Bill Mantlo sur Iron Man. Elle règne sur son empire du crime à la 25e place de stock. Numéro 24. Sandman. L'homme sable, alias Flint Marko, est lui aussi un très vieil ennemi de Spider-Man, dont je me rends compte que j'apprécie vraiment ses plus anciens vilains en fait. En effet, il est apparu dans le numéro 4 d'Amazing Spider-Man en 1963. Concernant sa backstory, il s'agit normalement d'un habitant du Queens, abandonné très jeune par son père, et qui ne s'en remettra jamais vraiment tout à fait. Bien plus tard, il est viré de l'équipe de foot pour avoir accepté de se coucher pour un match, et il tombe définitivement dans le petit crime, ce qui l'amène à la prison de Riker, où il rencontre son père, son vrai père, son père biologique, à qui forcément il cache qu'il est son fils, parce que voilà quoi. Freud pourrait vous dire des trucs. S'évadant par la suite, il tombe sur du sable en provenance d'expériences nucléaires, et finit avec le pouvoir de se transformer en sable lui-même, ce qui l'amène à finir dans un aspirateur, à sa première rencontre avec l'homme araignée. Lui, c'est un vilain qui est passé à ça, de passer définitivement du côté des héros,
comme a pu le faire Hawkeye ou Œil de Faucon, qui à la base était un vilain. Car oui, si l'homme sable est utilisé régulièrement en tant qu'antagoniste de Spider-Man, oui, mais aussi d'autres, comme les 4 Fantastiques, on peut d'ailleurs voir que c'est un des membres fondateurs d'une équipe qui est vouée à seulement détruire les 4 Fantastiques, les Frightful Four. C'est un des membres fondateurs. D'ailleurs, parlant de membres fondateurs, c'est aussi un membre fondateur des Sinister Six. Il aime bien travailler en équipe. En fait, il veut juste des potes. Et c'est comme ça que la rédemption commence, dans des titres d'équipe. D'abord dans le tout premier Marvel Team Up, où on voit le vilain s'échapper de prison juste pour aller voir sa vieille mère à Noël. Et puis bon, la Torche et Spidey ne vont pas forcément le rattraper à ce moment-là. Voilà, il lui laisse un jour de répit, on va dire. Puis ensuite, le numéro 86 de Marvel 2-in-1, où l'homme sable et la chose vont parler de leur vie commune autour d'un verre, au lieu de détruire le bar pendant leur baston. Plus tard, la chose et l'homme sable vont même aller se voir un petit match ensemble. Et petit à petit, le perso se range. Il est amnistié par le président. Il devient un membre de réserve des Avengers, il devient un allié de Spider-Man, ça devient même un mercenaire, qui est dirigé par Silver Sable. Et puis, d'un coup d'un seul, sans aucune explication, Marvel nous montre une histoire où l'homme sable est redevenu un simple criminel qui agit sous les ordres d'un ancien allié à lui, le sorcier. Bon alors, les gens qui pensaient que du coup il avait définitivement changé de camp, encore une fois comme Œil de Faucon et quelques autres, ne comprenaient rien. Alors l'éditorial commence à te parler de contrôle mental et tout, mais au final le seul truc à retenir, c'est que désormais, et malgré tous les efforts qui ont été montrés avant, c'est juste un vilain. Et puis je m'en plains pas, hein, il est très bon dans le rôle du vilain également. Le fait de se changer en sable lui donne quelques petites capacités de métamorphe, un peu comme Gueule d'Argile. Puis bon, je kiffe les métamorphes, voilà. Il a également les propriétés du sable, par exemple il réagit très mal aux températures élevées et au ciment. Bref, c'est toujours l'occasion idéale de réviser ses cours de chimie, ce qui, avec Peter Parker, est toujours une bonne chose. Bref, l'homme sable est polyvalent de dingue, et son côté rédemption raté est sans doute l'une des plus belles de l'univers Marvel. Et c'est pourquoi il est à la 24e place de Stop. Numéro 23. Le Docteur Faustus. Le Docteur Faustus, comme son nom n'indique pas forcément, pourrait être une espèce de version du mythe de Faust. C'est un personnage littéraire qui a vendu son âme au diable, mais en fait, il tient plus de Sigmund Freud. De son vrai nom, Johann Fenhoff, il s'agit d'un psychiatre né à Vienne dans les années 30. Et être né sous le nom de Fenhoff dans les années 30 à Vienne, ce n'est pas le meilleur départ dans la vie. Puisque l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, va bientôt avoir lieu. Et la petite famille va devoir s'exiler à Londres, où elle va prendre très cher. Vivant dans la pauvreté, le papa va mourir pendant les bombardements, et la mère va pousser très très dur son fils niveau éducation. Dans l'idée de prendre sa revanche sur les Allemands, en montrant quand même ce que son fils peut devenir malgré tout ce qu'il a vécu. C'est ainsi que le docteur Faustus deviendra un brillant psychiatre. Mais quelque part, dans un coin de sa tête, il y a toujours sa défunte mère qui lui hurle dessus qu'il n'est pas assez bon, et tout ce genre de joyeuseté. Il est donc bien sûr conduit à une sorte de folie, et quoi de mieux pour tenter de surpasser les restes toxiques de sa vieille et défunte mère que de tenter de battre l'homme qui a lui-même battu les nazis, Captain America, en le trompant avec plein de gaz hallucinogènes et surtout une reconstruction de la mort de Bucky, le plus grand traumatisme du Captain. C'est ainsi que le Dr Faustus apparaît, dans le numéro 107 de Captain America en 1968. Même si beaucoup du background que je viens de vous présenter date surtout de 1983. Mais étant donné que ce background fait beaucoup dans l'appréciation que j'ai du personnage, je vous le donne directement. Alors bien sûr, il ne s'attaque pas qu'à Captain America, mais quand même beaucoup, sur la bannière étoilée, soyons francs. Comme il a échoué à faire tomber Captain America, il va s'attaquer à son ancien amour de jeunesse, amnésique, Peggy Carter. Mais bon, ça marche à peu près, mais une fois capturé, il s'en sort en disant que il essayait de rendre la mémoire à une héroïne de guerre. Le pire, c'est que ça passe. Bon, il combat ensuite plein d'autres héros, comme Spider-Man, avec un gadget trop cool, une petite cigarette dont la fumée en fait émet des trucs hypnotiques, c'est trop bien, c'est totalement pété over the top, et ou encore Mr Fantastic, des 4 Fantastiques, qui va lui forcément s'en sortir et retourner le piège du Dr Faustus contre le bon docteur lui-même. L'arroseur arrosé.
Truc aussi amusant, il a adopté une petite fille assez tôt, Carla Sofen, qui deviendra la super vilaine Opale, que l'on appelle aussi Moonstone en VO. Alors, rien que ça montre son pouvoir niveau manipulation et puis tout ce qu'il peut faire via l'éducation. Et ça montre que c'est un de ses putains de points forts. Niveau tour psychique, il est carrément au niveau de Hugo Strange chez DC. Et c'est un excellent compliment, croyez-moi. C'est le bon Dr Faustus qui va pousser Captain America à devenir un nationaliste haineux, dans une saga que je préfère largement à Secret Empire. Et à partir de là, le personnage revient régulièrement avec ce qui devrait pourtant être légitimement ses ennemis de toujours, les nazis. Bah ouais, ils combattent tous les deux Captain America, donc voilà. L'attrait du personnage, c'est un peu comme Hugo Strange, le plaisir des machinations, les plans complexes, parfois un peu abscons, mais bordel, les machinations, c'est une des bases des vilains, ça fait partie du plaisir de suivre un méchant. Et chez Marvel, le Dr Faustus est l'un de ceux qui vous amènera le plus ce plaisir. Ce qui est pas mal pour un mec totalement sans pouvoir avec un costume vert rayé. Mais quelle barbe par contre! Et je vous assure que le Dr Faustus vous attend en consultation, à la 23e place de Stop. Numéro 22. Le leader. Samuel Stern, alias le leader, est un des vilains récurrents de Hulk. C'est pour ça qu'il est vert. Stan Lee raffolait de ses petites astuces mémotechniques. Né en fin 1964, dans le numéro 62 de Tales to Astonish, Samuel Stern va être exposé à des substances radioactives, parce que ces marchalins traînaient partout dans les années 60. Il est fatalement irradié par des rayons gamma, parce que symbolique, tout ça, ça va être moi ton ennemi, et on découvre qu'en plus d'être tout vert, il est désormais super intelligent, avec une boîte crânienne qui a plus que triplé de volume. On dirait un HLM de crâne. Du coup, ses capacités mentales sont surdéveloppées. Il se souvient de tout ce qui s'est passé depuis sa mutation, fait des suppositions qui sont pratiquement toujours correctes, et en plus il a un petit pouvoir de contrôle mental sur à peu près tout le monde. Enfin, toutes les personnes qu'il a touchées. Sauf les personnes qui souffrent de radiation gamma, comme bien sûr Hulk, l'Abomination, et au final plein d'autres. Contrairement à plein d'autres vilains de Hulk, ce n'est pas par la force que le leader va venir se confronter au héros. Non, c'est par l'intellect. Et j'aime ça. En plus, un peu télépathe sur les bords. Non, c'est un régal. En plus, mince, il a la coupe de cheveux de Spock. Rien que ça, c'est cool. Ses buts sont simples. Détruire Hulk, qui ne cesse de le déranger, il s'en fout de Bruce Banner. Et deuxièmement, prendre le contrôle du monde. Parce que... Of course! Et pour le deuxième objectif, il a plein de plans tordus. Raison d'espion pour renverser le gouvernement américain, créer des robots intelligents nommés les humanoïdes, oui je sais c'est chelou pour des robots, qui sont gérés par un ordinateur intelligent nommé Omnivac, avoir un plan pour ressusciter s'il meurt, s'allier au Général Ross pour stopper Hulk, irradier au rayon gamma les réserves d'eau de Manhattan. Alors bon, ce point là je le trouve un peu chelou parce que techniquement ça veut dire qu'il peut plus les contrôler mentalement, mais enfin bon, c'est son plan, il s'y tient. Voilà. Bref, le personnage est très fun à suivre et challenge Hulk de façon inhabituelle pour le géant de jade. C'est pourquoi il réfléchit à son prochain plan de conquête du monde à la 22e place de ce top. Numéro 21. Les Sentinelles. Plus tôt dans ce top, j'ai parlé des androïdes à personnalité qui me plaisaient le plus. Là, on peut oublier la personnalité, les Sentinelles. Créés dans le numéro 14 des X-Men, fin 1965, il s'agit de robots chasseurs de mutants qui ressemblent grossièrement à des humains d'une bonne dizaine de mètres pour la version classique. Alors ici, je vais pas vous faire un cours sur l'histoire des Sentinelles comme j'ai un peu l'habitude de la plupart du temps. Tout au plus vais-je vous dire que mon modèle préféré, le modèle Mark II, est apparu en 1969 et il a été créé par Larry Trask après la mort de son père. Comme l'histoire des Sentinelles peut ressembler à une notice de montage Ikea avec énormément de différents modèles, je vais plutôt vous parler de pourquoi les Sentinelles sont effrayantes et des vilains dignes de figurer dans ce top. Non, parce que de base, je comprends, des robots violets un peu kitsch, ça va, je gère. Mais derrière les Sentinelles, il y a des humains effrayés par les mutants qui ont décidé d'aller full solution finale et extermination sur les mutants. Contrairement à beaucoup de vilains, leur objectif est effrayant à un niveau presque viscéral. Par
Par exemple, beaucoup de criminels de comics font des crimes de la vraie vie avec juste des enjeux un peu plus dramatiques. Par exemple, le Shocker va voler dans les banques, c'est un truc qu'on fait dans la vraie vie, juste il a des super pouvoirs, ça augmente le drama. D'autres vilains de comics font des trucs jamais vus, bien sûr, comme tenter de manger des planètes ou détruire l'univers d'antimatière. Ce sont des choses qui n'existent pas, ce sont des trucs dramatiques et épiques as fuck, mais ça n'existe pas, ce n'est que du théorique. Les sentinelles, je trouve, c'est un concept bien plus fort. La solution finale, quelque chose que l'on a vu encore plutôt récemment dans notre histoire, mais régi par des machines et une programmation. Quelque chose qu'on n'a heureusement pas encore vu, mais pas abstrait du tout, pour le coup. Le génocide informatisé, encore plus implacable que l'humain. Ce concept est envisageable à notre époque. Ce concept me glace les sangs, peu importe qui en est la cible. Et c'est pourquoi les sentinelles sont des vilains fabuleux, à la 21e place de Stop. Numéro 20. Arcade. Arcade est un vilain né en 1978, dans un titre d'équipe qui voit pour la première fois apparaître sur le sol américain le fameux Captain Britain. Pour le coup, un des scénaristes qui a travaillé sur le personnage chez Marvel UK, Chris Claremont, le met en scène dans une histoire en 2 parties avec Spider-Man face à une toute nouvelle menace, Arcade. Un vilain qui kiffe fabriquer des maisons entières remplies de pièges monstrueux et mortels, comme par exemple des flippers où en fait on joue avec des humains dans les billes, des palais des glaces monstrueux où en fait ton reflet prend vie pour aller te buter, et qui s'appelle Oreo, Murder World. Arcade, c'est tout le fun d'une maison hantée qui chercherait vraiment à te faire flipper, et si possible à te tuer. Salement, si possible. C'est un peu comme si le maître des pièges dans Pokémon, c'était un gros psychopathe. Alors ce qui est marrant, c'est que pour moi, Arcade, à la base, c'était surtout un ennemi des X-Men. Alors que, comme on vient de le voir, non, il vient d'un peu partout. C'est sans doute parce que, son scénariste créateur, c'est Chris Claremont, un monsieur qui est très lié à l'histoire des mutants, qui n'a jamais rechigné à utiliser le personnage. Alors c'est vrai que, dans le principe, il peut faire penser à d'autres personnages, dont le but est de créer une réalité qui peut en fait attaquer les personnages, un peu comme Mojo et son Mojo vert, ou encore Kulangat, un sorcier des temps iboréens, qui peut des fois transformer New York en cité plus que médiévale. Mais Arcade, il a pas des pouvoirs cheatés pour faire tout ça, seulement ses petites mains, une assistante robotique, et surtout beaucoup de temps libre à faire des petits pièges destinés à vous tuer avec amour. Et puis aussi, il a un nœud pape de dingue, qui est capable de rendre fou de jalousie et le 11e Docteur et Fantasio réunis. Et ça, c'est classe. Le background du personnage est encore assez flou. Tout au plus, sait-on qu'il vient d'une famille assez aisée, qu'il a buté son père lorsque celui-ci lui a coupé les vivres, et c'est à peu près tout. Comme le Docteur, on ne connaît même pas son véritable nom. Désormais, son but est assez clair, il veut tuer tous les héros de l'univers Marvel, toutefois toujours en leur laissant une toute petite, microscopique chance de survie. Parfois, il est aidé avec le Docteur Fatalis. Oui, carrément, oui. Et puis oui, il s'attaque vraiment à tout le monde. Que ce soit le Bouffon Vert, version Phil Ulrich, Gwenpool, même les Micronautes, des héros d'un univers microscopique. Alors, à mon avis, c'est sans doute un test pour faire de la nanotechnologie. Bon, récemment, Arcade a changé de modus operandi, puisqu'il est passé à la mode du Battle Royale bien avant les jeux vidéo PUBG et Fortnite. C'était dans Avengers Arena en 2012. Et on peut voir qu'actuellement il continue dans cette veine puisqu'il vient d'aider Kraven le chasseur à se faire un safari géant avec des tonnes de gens à buter dans le thème animalier. Bon par contre ça fait moins de pièges délirants et extravagants et ça me rend tout triste parce que c'est le fun du personnage, c'est le sel, c'est la sève, la moelle, c'est trop bien. Et c'est pourquoi il vous regarde lutter pour votre vie. À la 20e place de Stop. Numéro 19. Venom. Oui, je sais, Venom a eu une période où il était représenté en tant que héros. Qui tuait des gens, certes, mais ça n'a jamais gêné le Punisher, donc bref. Mais y a pas, Venom, tout comme Catwoman par exemple, est toujours plus un vilain antagoniste qu'un héros. Et quel vilain surtout! Bon, quand on parle de Venom, on parle surtout d'Eddie Brock, le premier à avoir porté le nom, mais il n'y a pas eu que lui. Et on va faire les choses dans l'ordre, ce sera plus simple pour tout le monde. A la base, il s'agit d'un costume extraterrestre trouvé par Spider-Man dans les premières guerres secrètes.
Le fameux costume noir qui est d'abord imaginé par un fan et dessiné par un fan et qui est intégré à la réalité de l'univers Marvel via cet événement. Puis on découvre que le costume est un symbiote qui cherche à fusionner avec son hôte et à le contrôler aussi un petit peu. Spidey, du coup, rejette le costume, et le costume se lie à Eddie Brock, personnage alors très mineur, qui est un journaliste jaloux de Peter au Daily Bugle. Et pour être jaloux de Peter Parker, faut vraiment avoir une vie de merde. Venom, qui était au départ envisagé comme étant une femme, mais finalement comme Eddie Brock, apparaît vraiment dans le numéro 300 de Spider-Man, ce qui fait qu'il apparaît dessiné par une superstar du dessin, Todd McFarlane, dont la popularité est en train d'exploser. Numéro anniversaire, grand talent à la barre, et un vilain qui s'accroche sans problème à la mythologie de l'homme araignée. C'est un carton en 1988. Et Venom s'installe confortablement. Très confortablement même. La plupart des sagas événements des années 90 pour Spider-Man, en dehors de la saga du clone et encore il fait quelques apparitions, auront trait aux symbiotes noirs, comme la planète des symbiotes, ou encore à d'autres symbiotes de couleur, comme Maximum Carnage. Parce que oui, des symbiotes, c'est-à-dire l'hôte qui cherche à fusionner avec un humain, il y en a pas mal. Carnage, Scream, Toxic, Hybride, Mania... C'est vous dire la popularité du personnage de Venom. Eddie Brock deviendra limite un anti-héros pendant un moment. Même si ça l'empêche pas de bouffer des gens. Après tout, on l'appelle le Lethal Protector. Le protecteur létal. Pas votre gentil voisin Spider-Man, hein. Mais cela n'enlève rien à une place de choix de vilain pour Venom. Car il y a eu d'autres personnes qui ont porté le nom de Venom. Car Venom, c'est le nom du symbiote, et pas d'Eddie Brock. Parmi les porteurs du costume, on a par exemple Mac Gargan, alias le Scorpion. Donc un vilain pur jus. Hein. On a aussi Anne Weying, l'ex-compagne d'Eddie Brock, qui a un destin tragique et qui verra sa psyché se faire corrompre par Venom. Et qui va commettre des meurtres en grand nombre. Et même récemment, le Docteur Octopus est devenu Venom. Même Malekith, le roi des elfes noirs, est devenu Venom. Bref, un beau palmarès de vilainie, où seul finalement Flash Thompson sera un vrai héros, un vrai de vrai. Et parce que Eddie Brock, c'est un anti-héros qui maîtrise pas vraiment son symbiote. Et lui-même, il se maîtrise pas toujours. Et pour tout cela, on peut dire que Venom est un vrai vilain, qui vous attend à la 19e place de Stop. Numéro 18. Mephisto. Mephisto. Après avoir parlé du docteur Faustus dans cette vidéo, pourquoi ne pas parler de Mephisto, personnage lui aussi tiré de la légende du docteur Faust germanique. Et pour le coup, contrairement au docteur Faustus, là il y a vraiment un lien au niveau de ce que fait le personnage par rapport à la légende de base. Mephisto est un des seigneurs des enfers, les Hell Lords, et est techniquement même le premier d'entre eux, devant Asmodée, Lucifer et quelques autres. Il y en a pas mal. Et bien sûr, son but, c'est de faire le mal tout autour de lui, de récupérer les âmes, de faire des pactes... Bref, de faire chier le plus de monde possible. Mephisto, le prince des mensonges, à ne pas confondre avec le prince des mensonges qui est Loki, bref, c'est compliqué. Enfin, Mephisto est né dans le numéro 3 du magazine Silver Surfer, en 1968. Car, pourquoi faire naître un démon tentateur? Eh bien pour harceler une belle âme, une noble âme, et il faut dire que le surfeur d'argent a sans doute, non, pas sans doute, clairement, la plus belle âme de tout l'univers Marvel. Mais après avoir créé ce démon tentateur, eh bien il faut le faire vivre, le bougre. De toute façon, en tant que démon, il est dans une position privilégiée pour faire chier tout le monde, sans avoir besoin de plus amples explications narratives sur pourquoi il est là. Son but est de faire le plus de mal possible, donc il se doit de faire le plus de mal possible, et donc de faire chier tout le monde. En termes de narration, c'est génial. C'est ainsi que le personnage va un peu partout. C'est lui qui gardera l'âme de la mère de Dr Fatalis, lui qui sera finalement à la base de la malédiction de Johnny Blaze, alias Ghost Rider, en le faisant fusionner avec le démon Zarathos, lui qui tentera de voler les pouvoirs du Beyonder pour gagner les faveurs de la mort. Bref, il peut apparaître partout et c'est un vrai délice de le regarder faire chier Daredevil, tenter de voler l'âme d'Hawkeye, capturer l'intelligence du Mr Fantastic, et oui, parfois servir bassement à des fins purement marketing en rendant Spider-Man célibataire à nouveau.
Méphisto a aussi 2 enfants, qu'il a créés lui-même afin de pouvoir comploter avec d'autres personnes. Parce que le mal, c'est toujours plus marrant quand on le partage. Blackheart, qui cherche activement à prendre la place de son père depuis, et Méphisτα, qui est un peu plus encline au bien, et qui en plus a un nom de merde. Non, sérieusement, c'est un très gros manque d'imagination pour le coup. Méphisto a comme avantage d'apparaître plutôt facilement dans les gros events, les gros événements, puisque même s'il donne juste un tout petit coup de main à un endroit à un méchant, eh ben il accomplit quand même son objectif, donc du coup il apparaît très très facilement. On a pu le voir dans Siege, Damnation, Fear Itself, Secret Wars 2, c'est un vieux ça, War of the Realms, bref. Il y en a un sacré paquet. Bon, niveau évolution du personnage, vous attendez pas à quelque chose de dingue. Il faut dire aussi que Méphisto vient d'un archétype démoniaque, et que l'archétype démoniaque, eh bien, il n'a pas besoin d'évolution pour marcher. En fait, ça fait même partie de l'archétype de ne pas évoluer, donc cela ne fait pas de mal au personnage, comme par exemple ça pourrait le faire à d'autres vilains. Par contre, son look très léché, très gothique, très flamboyant, lui donne une identité de dingue, qui a fait qu'il a été surutilisé par pas mal d'autres auteurs, par rapport à d'autres avatars démoniaques. Et c'est cette surutilisation qui fait qu'on le voit partout, et qui fait que du coup, on a cette impression d'un mal qui ne dort jamais, ce qui fait qu'il est superbe. Et c'est pour ça que Méphisto vous tend un pacte démoniaque à signer avec votre sang, à la 18e place de Stop. Et voilà. Et bien voilà, je viens de finir le montage donc de la partie 3 de Stop. Je vous souhaite à ceux qui sont en vacances de bonnes vacances, à ceux qui travaillent du bon courage. Quant à moi, je vais profiter de mes derniers jours pour rattraper un peu de lecture, ça va être bien, et je vous dis à la prochaine fois. Salut! Do you